Je vais commencer peut-être par me présenter. Je suis Stéphane Moison, je suis professeur assistant à l'Université catholique de Louvain et je donne des cours d'administration publique et de management public et je conduis mes recherches en particulier sur la question du changement des politiques publiques. Je vais laisser la parole à mon collègue Sébastien Chailleux pour se présenter. Moi, je suis Sébastien Chailleux, je suis chercheur associé au Centre Émile Durkheim à Bordeaux. Et moi, j'ai réalisé ma thèse de doctorat sur cette controverse du gaz de schiste en France et au Québec. Et donc aujourd'hui, nous aimerions vous parler de ce programme de recherche sur lequel nous travaillons ensemble et qui concerne la dynamique des processus de politique publique au sujet de la fracturation hydraulique. Notre présentation va comporter trois parties. La première va être consacrée au contexte de la recherche. On va brièvement décrire quelle est l'équipe qui coordonne ce projet et quels sont les grands objectifs qui nous animent, ainsi que le cadre d'analyse avec lequel nous tentons de répondre aux questions qui sont les nôtres dans le cadre de ce projet. Ensuite, nous présenterons un premier résultat de ce programme de recherche qui se matérialise sous la forme d'un chapitre de livre dans lequel nous décrivons le cas français du processus de politique publique sur la fracturation hydraulique. Et puis, partant de ce chapitre de livre, nous nous sommes posés de nouvelles questions. Nous avons de nouveaux objectifs de recherche qui nous rassemblent et qui font l'objet alors d'un nouveau projet de recherche sur lequel nous travaillons en ce moment. Et c'est de ces premiers résultats et puis de ce projet que nous sommes venus vous parler aujourd'hui et peut-être répondre à vos premières questions. Alors, les coordinateurs internationaux de ce projet de recherche sont le Dr Tania Ekila et le Dr Christopher Weibel, qui travaillent tous deux comme professeurs à l'Université du Colorado Denver, en particulier à la School of Public Affairs. Et ces deux professeurs travaillent dans le cadre de plusieurs projets internationaux, d'un programme de recherche sur la question de la fracturation hydraulique. Et comme nous, la question qu'ils se posent, c'est celle des stratégies politiques, des ressources que mobilisent les acteurs politiques pour convaincre la classe politique de faire de la fracturation hydraulique ou de ne pas en faire. Le cadre d'analyse qui nous permet d'analyser les processus de politique publique dans le cadre de ce projet, c'est l'Advocacy Coalition Framework. C'est une théorie du processus de politique publique qui cherche fondamentalement à comprendre pourquoi, quand, comment les politiques publiques changent au cours du temps. Dans ce cas-ci, en particulier, au sujet de la fracturation hydraulique. L'Advocacy Coalition Framework utilise en particulier la notion de sous-système d'acteurs pour analyser les processus de politique publique. Et par un sous-système d'acteurs, on entend l'ensemble des acteurs qui sont impliqués et qui peuvent avoir une influence sur les décisions en matière politique sur un sujet donné, par exemple la fracturation hydraulique. Alors, quels peuvent être ces acteurs ? On entend bien sûr par un sous-système politique l'ensemble des responsables politiques concernés par le problème ici de la fracturation hydraulique, les fonctionnaires bien évidemment, mais aussi des personnes issues de la société civile et qui sont actives sur le problème de politique publique dont il est question. On entendra par exemple parler d'associations ou bien de citoyens individuels qui sont concernés par le problème politique en question et qui, ensemble, avec les politiciens, avec les fonctionnaires, s'activent, mobilisent des ressources, mobilisent des stratégies pour tenter d'influencer le cours des décisions concrètes dans un secteur de politique donné. Alors, précisément, ces acteurs de politique publique se distinguent les uns des autres par les croyances politiques qu'ils ont à l'égard du problème en question. Des croyances qui, en matière de fracturation hydraulique, peuvent être distinguées de manière assez simple entre ceux qui sont pour la fracturation hydraulique, éventuellement à certaines conditions, comme par exemple vérifier la qualité environnementale des projets de fracturation hydraulique, si possible, et puis les acteurs politiques, une fois qu'il s'agisse de politiciens, de fonctionnaires, d'associations, qui sont plutôt contre la fracturation hydraulique et qui, eux aussi, développent des arguments pour expliquer pourquoi est-ce que leur position devrait être celle qui est retenue dans le cadre des décisions politiques. Et les décisions politiques qui sont finalement prises résultent des efforts
de chacun de ces groupes d'acteurs qu'on va appeler coalition de cause, et c'est de ce concept que tient son nom, le cadre d'analyse. Donc ces coalitions de cause tentent d'imposer leurs croyances pour faire changer les décisions politiques concrètes. Et pour ce faire, eh bien, ils utilisent leurs ressources, comme je l'ai déjà dit. Alors par ressources, on entend bien sûr les moyens financiers ou bien les moyens politiques de manière assez classique, mais on entend aussi d'autres types de ressources qui sont finalement très variées les unes par rapport aux autres, comme par exemple la ressource médiatique, tenter d'attirer l'attention des médias sur la coalition, sur les croyances de la coalition dont on fait partie, ou bien la question des positions, c'est-à-dire tenter d'insérer dans le personnel politique, dans le personnel administratif, des personnes qui partagent les croyances qui sont les nôtres pour tenter, encore une fois, d'influencer les décisions qui sont prises dans ces milieux. Et puis, toutes ces personnes tentent, dans la mesure du possible, de coordonner leur action politique, au travers de réseaux et de leurs relations avec les décideurs de politique publique. Donc ça, ce sont les idées de base de l'ACF, c'est son petit nom. Et pour expliquer les changements de politique publique, eh bien l'ACF se fie à un graphe qui a évolué au cours du temps. En voici, disons, la version originale, la version de base. Et en fait, tout se passe, comme je l'expliquais tout à l'heure, au niveau du sous-système de politique publique, où des coalitions, ici la coalition A et la coalition B, s'opposent l'une par rapport à l'autre en matière de croyances, et tentent, avec leurs ressources et les stratégies qu'ils mobilisent, d'influencer les décisions qui sont prises de manière concrète. Puis ces décisions sont transformées en règles, en résultats concrets, et elles changent finalement la vie des citoyens, parce que, eh bien, dans ce cas-ci, on va décider de faire de la fracturation hydraulique, ou bien on va décider de ne pas en faire. Et il y a des pays dans lesquels on a décidé de faire de la fracturation hydraulique, par exemple aux États-Unis, et puis il y a des pays où on a décidé que nous n'allions pas faire de fracturation hydraulique, ou de manière très limitée, comme par exemple en France. Eh bien, l'Advocacy Coalition Framework, son objectif, c'est de comprendre pourquoi dans certains pays, on a décidé de faire de la fracturation hydraulique et pourquoi dans d'autres pays, on a décidé de ne pas en faire. Et l'hypothèse principale, c'est que cela tient à des processus politiques, des processus de politique publique. Alors, sur la gauche du graphe, on trouve aussi le cadre dans lequel interagissent ces acteurs, un ensemble de paramètres, un ensemble d'événements qui peuvent influencer les ressources et les contraintes qui sont à leur disposition pour tenter d'influencer le processus. Je ne vais pas revenir dans le détail de chacun d'entre eux, mais pour prendre un simple exemple, dans les paramètres relativement stables, on trouve au niveau 2, dans le point 2, la distribution des ressources naturelles. Dans ce cas-ci, évidemment, c'est quelque chose de très important. Si vous êtes dans un pays où il y a beaucoup de gaz de schiste, par exemple, qui pourraient être exploités avec la fracturation hydraulique, eh bien, forcément, la tentation est plus grande de faire de la fracturation hydraulique parce que les bénéfices attendus en termes d'emploi, en termes d'énergie, en termes stratégiques sont plus grands que dans d'autres pays où il n'y a pas la ressource qui est disponible. Ça, ce sont des paramètres relativement stables parce qu'on ne peut pas agir dessus. Si vous habitez dans un pays où il y a du gaz de schiste, eh bien, vous en avez. Si vous habitez dans un pays où il n'y a pas de gaz de schiste, eh bien, vous n'en avez pas, vous ne pouvez pas en créer. Par contre, il y a des événements qui se passent et sur lesquels on peut avoir ou pas de l'influence et qui sont externes au sous-système. Ils sont externes, pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas dépendants de l'activité des coalitions qui se trouvent dans le sous-système d'acteurs. Un exemple simple, c'est le point 3 des événements externes, c'est Change in Systematic Governing Coalition. On entend par là en fait le résultat des élections. Eh bien, à chaque élection, par exemple présidentielle en France, les idées portées par les décideurs politiques, en matière notamment de fracturation hydraulique, sont différentes. Notamment s'il y a une alternance politique, eh bien, ce sont des changements qui arrivent en dehors de la limite d'influence des coalitions appartenant au système, mais qui ont finalement une influence sur ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils peuvent essayer de faire en matière de fracturation hydraulique, et qui donc changent leurs ressources et leurs contraintes. Ça, c'est le schéma de base avec lequel l'ACF tente d'expliquer les changements de politique publique et avec lequel nous tentons de comprendre pourquoi la fracturation hydraulique dans certains pays est autorisée et pourquoi dans d'autres pays elle n'est pas autorisée. Alors je vais maintenant laisser la parole à Sébastien
qui va vous expliquer les premiers résultats de notre recherche concernant le cas français, un cas où nous avons donc appliqué ce cadre d'analyse pour comprendre les changements politiques. Donc, tout d'abord, on s'est intéressé donc à cette interdiction française sur la fracturation hydraulique, et c'est quand même important de resituer cette interdiction dans une controverse plus large qui est la controverse sur le gaz et sur le pétrole de schiste en France. Le gaz et le pétrole de schiste qui appartiennent à une famille encore plus large qui sont les hydrocarbures non conventionnels, dont vous avez sur cette diapo un peu une schématisation. Donc qu'est-ce qu'un hydrocarbure non conventionnel? Il se définit en fait par opposition à ce qu'on appelle les hydrocarbures conventionnels, c'est-à-dire que vous avez d'un côté du gaz et du pétrole conventionnel qui sont dans une roche réservoir et qui sont relativement simples d'exploitation, puisqu'il suffit de forer dans le réservoir pour exploiter ces poches d'hydrocarbures. Et en revanche, vous avez donc ce qu'on appelle les hydrocarbures non conventionnels. Donc il y en a différents types, vous pouvez les voir à l'écran. Nous, on s'intéresse donc particulièrement au gaz de schiste et au pétrole de schiste, qui sont des hydrocarbures de roche-mère, ce qui signifie qu'en fait, les hydrocarbures sont dans une roche-mère, la roche qui produit des hydrocarbures. Pour le conventionnel, ces hydrocarbures de roche-mère migrent vers la surface, se retrouvent bloqués dans des réservoirs, et c'est à partir de là qu'on les exploite. Là, les hydrocarbures restent bloqués au niveau de la roche-mère, puisqu'il y a la roche-mère est relativement imperméable et ne permet pas cette migration. Donc, pour exploiter ces deux gisements, on a besoin d'utiliser des techniques particulières que sont la fracturation hydraulique et le forage horizontal. C'est-à-dire qu'on va forer classiquement verticalement jusqu'à la couche de roche-mère qui en l'occurrence est relativement fine et donc qui oblige dans un premier temps l'utilisation du forage horizontal, où on dévie le forage progressivement pour forer horizontalement le plus loin possible, jusqu'à plusieurs kilomètres aujourd'hui, et on utilise par la suite la fracturation hydraulique, dont je vais revenir dans quelques minutes, parce que j'ai une autre diapo qui illustre ça. Donc voilà grosso modo ce que sont les hydrocarbures non conventionnels. Pour resituer un petit peu historiquement aussi ces hydrocarbures non conventionnels, ils sont connus depuis très longtemps, mais ils n'étaient pas rentables jusqu'à il y a peu de temps, et c'est à cause de l'augmentation du prix du gaz et du prix du pétrole qu'on a commencé à exploiter ces hydrocarbures, principalement aux États-Unis à la fin des années 90, et puis de manière plus systématique à partir de 2005. Et ces hydrocarbures non conventionnels sont répartis à peu près partout sur la planète, ce qui permet à des pays qui n'étaient pas des pays producteurs de pétrole et de gaz de le devenir potentiellement. Donc c'est dans ce cadre-là que la France a accordé des permis d'exploration de gaz et de pétrole de schiste, puisque selon l'Agence de l'énergie américaine, la France était le pays européen qui possédait le plus de ressources en hydrocarbures de roche-mère. Donc, simplement pour donner déjà quelques différences avec l'exemple américain, aux États-Unis, donc on a une industrie très importante qui s'est mise en place, d'abord autour de petites compagnies, on appelle les compagnies juniors, qui font beaucoup d'exploration, puis qui ensuite revendent leurs permis à des grosses majors qui sont capables d'exploiter des gisements plus importants. Et ça a été aussi une volonté politique très forte aux États-Unis à partir de 2005 de pousser vers ces hydrocarbures dans une optique d'indépendance énergétique. À la suite du 11 septembre 2001, on souhaite devenir plus indépendant des hydrocarbures qui viennent du Moyen-Orient, donc on favorise l'exploitation locale d'hydrocarbures. Et une autre caractéristique importante, c'est la propriété du sous-sol aux États-Unis, puisque les propriétaires terriens peuvent tirer des bénéfices de l'exploitation des hydrocarbures dans leur sous-sol. Ils ont des royalties sur la production, ce qui n'est pas le cas en France. En France, il y a un système de redevance, mais qui est relativement faible et qui ne donne rien aux propriétaires terriens. Ça revient éventuellement à la municipalité, au département, et à l'État, évidemment, mais pas aux propriétaires terriens qui peut éventuellement louer sa surface pour la mise en place de la foreuse, mais il ne retire pas davantage en termes de redevance sur la production. Donc, ces techniques de fracturation hydraulique
qui est une des caractéristiques de l'exploitation du gaz et du pétrole de schiste. Comme je le disais, d'abord forage vertical jusqu'à la couche de roche-mère, puis on dévie le forage, et là on utilise la fracturation hydraulique, qui consiste en l'injection d'eau mélangée avec des produits chimiques et du sable. On fracture la roche, les grains de sable viennent bloquer les fissures, et à partir de là, le gaz ou le pétrole peut être extrait et remonte vers la surface, et on peut ainsi exploiter ces gisements. Jusqu'à récemment, ça coûtait très cher de mettre en place ces technologies, donc c'était aussi pour ça qu'on n'a pas exploité ces hydrocarbures, puisqu'ils étaient beaucoup plus coûteux à exploiter. Mais à partir d'un certain seuil du prix du baril de pétrole ou du prix du mètre cube de gaz, ça devient économiquement rentable, donc on se lance dans cette industrie. Bon, il est important de noter que entre hydrocarbures conventionnels et non conventionnels, c'est très flou comme définition, à la fois pour les industriels et pour l'administration. En fait, quand on décrit quelque chose de non conventionnel, c'est simplement quelque chose qui n'est pas répandu dans l'industrie en question. Les forages offshore profonds, c'était du non conventionnel jusque dans les années 90, mais aujourd'hui tout le monde en fait, donc c'est du conventionnel. Si tout le monde fait du gaz de schiste et de la fracturation hydraulique, ce sera défini comme du conventionnel au bout d'un certain temps. À partir du moment où tous les acteurs industriels utilisent la technique, ça devient quelque chose de conventionnel. Donc il y a vraiment une sorte c'est une définition très mouvante. Bon, venons-en au cas français. Traditionnellement en France, on a deux gisements, un gisement de pétrole conventionnel dans le bassin parisien et un gisement de gaz en Aquitaine, notamment le gisement de Lac. Le gisement de Lac qui a été fermé en 2013 puisqu'il est déplété, il n'y a plus de gaz à exploiter aujourd'hui. Et à côté de ça, donc à partir de 2004, on a des premiers permis de gaz non conventionnel, mais ça c'est du gaz de charbon en Lorraine, donc particulier, qui n'utilise pas de fracturation hydraulique. Et nous on s'est intéressé plus particulièrement donc au pétrole de schiste du bassin parisien, où on a des premiers permis autour de 2008, et surtout au gaz de schiste du sud-est, avec des permis délivrés en 2010. Caractéristique aussi de l'industrie en France, ce sont des petites sociétés qui exploitent les derniers gisements conventionnels. Dans les années 2000, toutes les grosses sociétés comme Total et Shell ont vendu leurs permis à des petites sociétés qui ont repris des gisements en fin de vie. Et la plus grosse société, c'est une société canadienne qui s'appelle Vermilion, qui exploite le pétrole conventionnel du bassin parisien et qui a notamment utilisé la fracturation hydraulique pour des gisements conventionnels, puisqu'on réactive les gisements conventionnels en fracturant. On rebooste, si on veut, les gisements conventionnels de cette manière. Il y a une trentaine de fracturations hydrauliques qui ont été effectuées en France par cette société, dont 2 fracturations hydrauliques sur des puits de pétrole de schiste dans le bassin parisien. Donc la fracturation hydraulique a été utilisée en France juste avant l'interdiction, à 2 reprises. Et donc aujourd'hui, ça a fonctionné. On produit environ 1 baril de pétrole de schiste par jour en France. C'est très minime. De toute façon, on produit que 1%. En France, on produit que 1% de notre consommation de pétrole. Donc, par contre, ça a une importance quand même, c'est le fait que ce soit des petites compagnies qui exploitent en France, c'est que d'une part au niveau de l'industrie d'exploration, c'est quelque chose qui est très marginalisé. L'UFIP, qui est l'Union française de l'industrie pétrolière, donc qui est l'association professionnelle de l'industrie, et surtout, c'est surtout les gros acteurs qui ont la main sur cette union professionnelle, et les petites compagnies sont finalement peu incluses, et l'exploration est mise de côté dans cette association professionnelle, ce qui ne facilite pas la remontée de leurs revendications et leur visibilité, si on veut. De la même manière, on retrouve un peu cette marginalisation au sein de l'administration, où en France, c'est donc la DGEC, la Direction Générale Énergie-Climat, qui délivre les autorisations, les permis d'exploration et les permis d'exploitation. Et c'est spécifiquement le Bureau Exploitation Production Hydrocarbures qui analyse ces permis avant leur validation par le ministre. Sauf que ce bureau est aussi marginalisé dans l'administration.
il est marginalisé de deux manières. D'une part, les fonctionnaires qui y travaillent ont passé toute leur carrière dans ce bureau-là. Alors que dans l'administration, en général, il y a une logique de carrière qui fait qu'on change au bout de 3 à 5 ans, on change de bureau, on bouge. Non, là, ce sont des gens qui ont fait toute leur carrière dans ce bureau-là. Ils sont vraiment spécialisés sur leur domaine, mais finalement, ils sont peu ouverts vers l'extérieur. Et au sein même de leur direction générale, ils n'ont pas un poids très important. Surtout qu'en 2007, il y a eu une réorganisation des services et que ce service exploration-exploitation est passé au ministère de l'Environnement, alors qu'avant il était au ministère de l'Industrie. Et de ce fait-là, les enjeux environnementaux sont plus présents maintenant dans l'évaluation des dossiers qui pouvaient l'être auparavant. Et l'autre caractéristique, c'est que le directeur du bureau en question n'est pas un ingénieur X-Min, alors que la plupart des autres le sont. Et ça joue aussi, ça montre un peu que c'est un bureau délaissé, si on veut, puisqu'il n'a pas son ingénieur X-Min qui vient pour soutenir ce bureau. Au sein de cette administration qui délivre ces permis, on ne fait pas de distinction entre le conventionnel et le non conventionnel. Quand on délivre les permis en 2008 et 2010, on les délivre comme on délivrait les permis avant. C'est vraiment du business as usual. On ne spécifie pas, sur les permis, on ne spécifie pas véritablement que c'est du non conventionnel. Plus encore, la fracturation hydraulique est totalement ignorée, parce qu'elle est pensée comme classique. On l'utilise depuis sur le conventionnel, donc pourquoi faire quelque chose de spécial quand on parle de non conventionnel? Donc on ne voit pas le problème. La fracturation hydraulique, c'est quelque chose de normal. Et en plus, donc, on fait une distinction un peu factice entre exploration et exploitation. Au niveau de l'exploration, il n'y a pas d'enquête publique. Donc les permis sont délivrés seulement avec une notice d'information qui est affichée en mairie, mais il n'y a pas d'enquête publique qui est mise en place, alors qu'il y en a une quand on parle d'exploitation. Parce que, à la fois pour l'industrie et pour l'administration, seulement 10% de l'exploration donne lieu à une exploitation. Donc pourquoi avoir un processus très lourd d'enquête publique au stade exploratoire, alors que, dans la plupart des cas, ça ne va pas aboutir? Et donc, toutes ces caractéristiques ont finalement contribué à invisibiliser les enjeux potentiels de cette industrie, ce qui n'a pas facilité, on va le voir, la réaction de cette coalition des partisans de la fracturation hydraulique et des partisans du gaz de schiste. Donc plus spécifiquement encore, donc nous, notre cadre d'enquête a été les 3 permis de gaz de schiste qui ont été délivrés dans le sud-est. Donc 2 permis qui ont été attribués à l'entreprise suisse-américaine Schuckbach, qui était alliée avec GDF Suez. Ils se sont aussi alliés à GDF Suez parce que GDF Suez avait un ingénieur X-Min dans son staff et que c'est important pour convaincre l'administration d'avoir un ingénieur X-Min quand on propose des projets. Et l'autre permis, le permis de Montélimar, a été attribué à Total. Total qui s'est allié aussi avec une compagnie américaine, Devon Energy, parce que Total ne maîtrise pas la technologie à l'époque. On est en 2010, en mars 2010, quand ces permis sont attribués. Donc là encore, on a cette spécificité entre Schuckbach, qui est une société junior, comme j'ai présenté tout à l'heure, une société qui a avant tout fait de l'exploration pour revendre les permis à prix d'or une fois qu'ils ont validé les ressources. D'un autre côté, on a la Major Total, qui là se lance sur le gaz de schiste dans l'idée de maîtriser cette nouvelle technologie qu'elle n'utilise pas encore. Donc 2 logiques différentes, puisque Schuckbach veut, dès qu'il a le permis, veut se lancer dans l'exploration le plus vite possible pour augmenter la valeur potentielle de ses permis, alors que Total n'a pas planifié d'activité spécifique dès le début. Total place ses cartes, si on veut, et attend de voir. Donc maintenant, on va rentrer vraiment plus spécifiquement dans notre controverse. Donc là, le diapo est très, très complet, mais on va revenir sur chacune des étapes. Nous, on a séparé ce processus politique en 4 étapes. Je ne perds pas de temps à vous résumer cette slide, puisqu'on va rentrer dans notre première période, directement. La première période qu'on peut caractériser de mobilisation éclair. Et cette période qui va de décembre 2010 à février 2011, où les principaux acteurs de cette période
c'est la formation de cette coalition anti-fracturation hydraulique, anti-hydrocarbures non conventionnels. Donc ça part principalement de l'Ardèche et du sud-est. Hein. Les premiers éléments qui se mobilisent, c'est dans le sud-est, ce sont sur les permis de gaz de schiste. On a 3 réseaux, enfin proto-réseaux d'acteurs qui vont progressivement se coaliser. Un premier réseau d'acteurs autour de José Bové, le député européen, qui va, avec son ami Fabrice Nicolino, journaliste à Charlie Hebdo, ils vont réactiver le réseau Larzac, les anti-OGM. Donc ils utilisent des réseaux existants pour diffuser l'information. Attention, permis de gaz de schiste sur vos territoires. Le Larzac en question est concerné par les permis. Donc quand on connaît l'histoire militante du Larzac, c'était un petit peu audacieux d'aller sur ces terres-là. José Bové, sa maison est sur un permis de gaz de schiste. Nicolino aussi, donc ils sont directement intéressés par ce problème. Donc eux ont des soutiens politiques importants. Le deuxième réseau, ça se passe autour du Conseil régional Rhône-Alpes, avec l'élu socialiste Michel Ebalin, qui va faire voter un vœu par la région dès le mois d'octobre 2010, donc un petit peu avant notre début de période, un vœu pour dénoncer ces permis de gaz de schiste au nom de la transition énergétique. Et donc, elle va mettre en réseau un petit peu plusieurs élus régionaux, mais aussi les élus départementaux, puis avec d'autres régions. Donc il y a aussi un autre réseau d'élus qui se met en marche à cette époque. Et puis le troisième réseau, ça va être autour de la création de collectifs citoyens qui vont se multiplier très rapidement à partir de décembre 2010. Décembre, janvier, février. Au mois d'avril, je crois qu'on a 180 collectifs qui sont formés. Donc en quelques mois, c'est vraiment une traînée de peau, c'est pour ça qu'on nomme ça mobilisation éclair. Et donc, surtout en Ardèche, où on a 90 collectifs rien que pour l'Ardèche. Donc, c'est vraiment au cœur des préoccupations dans cette zone. Et une des ressources importantes de cette coalition en train de naître, ça va être les réunions publiques. On va avoir des centaines et des centaines de réunions publiques qui vont être organisées dans tous les villages de l'Ardèche et dans le sud-est en général. Et à chaque fois qu'il y a une réunion publique, souvent ça donne naissance à un collectif. En fait. Dans chaque village, il y a un collectif, etc. Et dans ces réunions publiques, on va diffuser très largement le documentaire américain Gazland. Et c'est donc un documentaire très engagé contre la fracturation hydraulique et contre l'exploitation du gaz de schiste, avec une image très marquante d'une personne qui met le feu à son robinet parce que son eau potable est contaminée par du méthane et donc que l'eau peut prendre feu. Donc ça marque vraiment les esprits, surtout qu'avant, il n'y a eu aucune communication de la part de l'industrie, parce que rappelez-vous, on est en exploration. Donc en exploration, on ne communique pas, parce que de toute façon, on ne sait pas ce que ça va donner. Donc les premières images qui sont montrées à la population locale, c'est ces images de Gazland, ces images alarmistes de tous les risques liés à la fracturation hydraulique. Donc ça va être important, puisque par la suite, dans tous les rapports qui vont être produits au niveau de l'administration, l'impact de Gazland est toujours souligné comme majeur. Même si on critique la scientificité de ce documentaire-là, son impact est indéniable. Donc déjà, on voit que aussi, par contre, ça a comme effet, ce documentaire, de focaliser le problème sur la fracturation hydraulique. Et non pas, par exemple, comme le Conseil régional l'avait fait, sur la transition énergétique. La fin ultime, si on veut, va dans le même sens, mais on focalise sur la fracturation hydraulique et pas sur la transition énergétique, de même que les collectifs mettaient en avant les manquements du code minier, et rapidement, les manquements du code minier, ce n'est pas quelque chose qui prend vraiment. On focalise sur la fracturation hydraulique et on repousse cette réforme du code minier à plus tard. Donc, l'autre point important aussi, oui, c'est comme je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est l'implication des élus locaux. Tous les maires, tous les conseillers municipaux prennent position contre. Puisque dans chaque commune, on a des collectifs qui militent, qui viennent aux réunions des conseils municipaux, etc. Tous les élus locaux prennent position contre, ce qui participe aussi à remonter rapidement le problème au niveau de l'Assemblée nationale. Et on a une manifestation aussi importante le 26 février, 20 000 personnes à Villeneuve-de-Berg. Donc là, c'est un peu le
le summum de cette mobilisation éclair, qui va pousser le gouvernement à réagir très rapidement. Autre point à noter sur cette période, c'est qu'en février 2011, c'est la région parisienne aussi qui se mobilise. C'est plus tardif, hein, c'est 3 mois après le Sud-Est, mais les permis de pétrole de schiste apparaissent comme tout autant problématiques que les permis de gaz de schiste. Les permis de gaz de schiste avaient cette différence qu'on était sur des zones peu connues au niveau de la géologie. On estimait qu'il y avait des réserves de gaz de schiste, mais on n'en avait aucune idée, parce qu'il y avait très très peu de forage qui avait été fait, alors que dans la région parisienne, c'est une région qui est déjà forée énormément, et le potentiel de pétrole de schiste est quasiment certain, si on veut. Donc, mobilisation aussi en région parisienne, et ça va concerner la circonscription de Christian Jacob, qui est le chef de l'UMP à l'Assemblée nationale, ce qui va avoir un impact dans notre seconde période, on va le voir. Donc, on a encore de nouveaux élus en région parisienne qui se sentent concernés par cette problématique du gaz de schiste. Au niveau de la presse, on le voit sur ce graphique. Alors, on a fait la recension des articles publiés dans Le Figaro, Le Monde et Libération. Donc là, vous avez par mois le nombre d'articles qui mentionnaient fracturation hydraulique ou gaz de schiste. Et là, sur le graphique du bas, j'ai rajouté, ça c'est la mention de fracturation hydraulique ou gaz de schiste dans le journal des débats de l'Assemblée nationale, que ce soit des questions au gouvernement ou dans les discours des différents élus à l'Assemblée nationale. Et ce qui est intéressant, c'est que oui, il y a une mise à l'agenda médiatique, mais la mise à l'agenda médiatique vient finalement après la mise à l'agenda politique. Alors que dans la plupart des controverses, c'est l'inverse. C'est les médias qui mettent en avant un problème et ensuite les élus qui répondent. Là, du fait de l'implication précoce des élus locaux, ça remonte assez rapidement à l'Assemblée nationale et les médias nationaux vont traiter la question un petit peu à rebours. Et ça va être un point qu'on va développer dans notre troisième partie, mais on est aussi en train d'étudier maintenant la presse locale, et on pense que la presse locale va précéder la presse nationale dans la mise à l'agenda médiatique. Donc ça reste à confirmer. Dans les articles de presse, c'est relativement ambigu en termes de traitement de la question. Oui, la fracturation hydraulique passe rapidement comme un problème et non pas comme une solution à un éventuel problème énergétique, ça c'est certain. En revanche, il y a énormément d'articles qui mettent en avant les avantages économiques de cette industrie. Et donc, on n'a pas non plus une presse nationale qui est vent debout contre la fracturation hydraulique, contre cette nouvelle industrie. Bon, avec une partie pris peut-être un peu plus anti-fracturation hydraulique chez Libération, mais même chez Le Monde, la journaliste environnement n'est pas si anti-gaz de schiste que ça. Et au Figaro, il n'y a pas de rubrique environnement, c'est directement dans la rubrique économique que c'est traité. Donc, beaucoup plus partisan. Et surtout, on parle de fracturation hydraulique, mais on parle très peu de réforme du code minier ou de transition énergétique quand on parle de cette question dans la presse. Et durant cette période, très peu de réactions des pro-gaz de schiste. Pour la plupart, ils ne voient pas forcément le problème arriver, donc ils ne sont pas prêts. Il y a bien que GDF-Suez qui avait entamé une campagne de communication dès le mois de novembre, décembre, donc juste avant, parce qu'il avait senti les problèmes arriver, mais les autres compagnies ne communiquent pas ou peu. Et quand elles vont communiquer, ça va être trop tard, quoi. Et là, on bascule dans notre seconde période d'analyse, qui va du mois de mars au mois de juillet, et qui va surtout s'intéresser au processus législatif autour de l'interdiction de la fracturation hydraulique. Et tout d'abord, le soutien gouvernemental à l'industrie ne dure pas longtemps. Ça dure 2 jours. Pendant 2 jours, la ministre Nathalie Kosciusko-Morizet va dire « mais oui, on va faire du gaz de schiste, mais on ne va pas le faire comme aux États-Unis ». Mais rapidement, José Bové montre que c'est des compagnies américaines qui fournissent la technologie, que de toute façon, ils vont utiliser la même chose qu'aux États-Unis, donc pourquoi dire que c'est pas la même chose alors que c'est la même chose? Donc, rapidement, le gouvernement est un peu démuni, et la première action, c'est de lancer une mission d'information administrative du Conseil général de l'industrie, du Conseil général de l'environnement et du développement durable, donc pour étudier de manière un peu générale les hydrocarbures de roche-mère en France, et pour savoir à la fois s'il y a une ressource, qu'est-ce que c'est que cette technologie, et quels sont un peu les enjeux. Bon, pendant ce temps-là, la ministre dit, voilà, on va mettre en place un moratoire sur
Sur la fracturation hydraulique, moratoire vraiment politique, parce qu'il n'est pas légal, ils ne peuvent pas interdire aux compagnies de le faire. Les compagnies acceptent, puisque la ministre les rassure en disant « on fait notre mission d'information, ça va calmer la mobilisation sociale, dans 6 mois on n'en parle plus, puis vous pourrez recommencer ». Bon, ça ne calme pas du tout la mobilisation sociale qui continue, hein. On est début février là, donc on est toujours avant les grosses manifestations des anti-gaz de schiste. Et donc, on a une seconde réaction au niveau gouvernemental qui vient du Parlement, où on a une nouvelle mission d'information parlementaire cette fois, qui se met en place autour des députés Gonod et Martin. Philippe Martin qui deviendra par la suite ministre de l'Environnement, quand les socialistes seront élus. Ils lancent leur mission, on est au mois de mars, début mars, mais à partir dans la deuxième quinzaine du mois de mars, il y a aussi des élus qui commencent à déposer des propositions de loi pour interdire l'industrie des hydrocarbures non conventionnels. Donc on court-circuite toutes les missions d'information qui pouvaient s'être lancées, et on propose déjà d'interdire cette nouvelle industrie en train de naître. Et le 31 mars, c'est Christian Jacob, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est donc le chef de file UMP à l'Assemblée nationale, qui va déposer sa propre proposition de loi qui interdit aussi l'exploitation, l'exploration des hydrocarbures non conventionnels en France. Ça lance une troisième mission parlementaire, qui cette fois, donc c'est une mission paritaire, une mission législative, pour discuter de cette proposition de loi. D'ailleurs, tout d'abord, c'est déjà intéressant de voir que c'est une proposition de loi et non pas un projet de loi qui est débattu. Les propositions de loi sont proposées par les députés, les projets de loi sont imposés par le gouvernement, et habituellement, 90% des cas, c'est les projets de loi qui sont étudiés et pas les propositions. Et donc, cette proposition de loi est validée par le gouvernement très rapidement, elle passe même en procédure accélérée. Donc, ça devient l'enjeu numéro 1, c'est de voter cette loi. Et donc, avril, mai, débat parlementaire. Mi-juin, la proposition de loi est votée sous une nouvelle forme et elle est promulguée le 13 juillet 2011. Donc très très rapidement, on a l'interdiction qui se met en place, mais non pas l'interdiction des hydrocarbures non conventionnels, mais l'interdiction de la fracturation hydraulique. Parce que comme je l'ai dit, on ne peut pas savoir ce qu'est un hydrocarbure non conventionnel, c'est défini nulle part, puis ça bouge tout le temps. Donc c'était impossible pour les députés de voter une loi comme ça. De plus, le code minier est très très protecteur des permis qui ont été octroyés. On ne peut pas annuler les permis qui ont été octroyés très facilement. Donc, la solution mise en avant par ces députés, c'est d'interdire la fracturation hydraulique. Et cette loi donc, interdit la fracturation hydraulique, mais il y a 2 autres articles qui sont beaucoup plus ambigus dans cette loi. D'une part, on met en place une commission d'évaluation qui peut mener des expérimentations. Donc c'est interdit, sauf quand on fait des expérimentations. Et d'autre part, sur la base des rapports annuels de cette commission, on peut réviser la loi tous les ans. Donc là encore, les anti-gaz de schiste disent « Non mais vous votez la loi en 2011, puis en 2012, ça se trouve, la fracturation hydraulique peut être à nouveau autorisée parce qu'on va découvrir que finalement, c'est pas si dangereux que ça. » Donc pour les opposants, cette loi n'est pas si amicale que ça pour eux, quoi. Ça reconnaît leur problématique de la fracturation hydraulique, mais à cause des articles 3 et 4, les opposants sont mécontents. Bon, pour les partisans, ils sont aussi mécontents parce qu'on leur interdit la fracturation hydraulique pour le conventionnel et pour le non conventionnel. Vermilion qui faisait de la fracturation hydraulique sur le conventionnel ne peut plus le faire. Donc on a cette loi donc, en juillet. Les 3 permis du Sud-Est sont annulés au mois d'octobre, puisqu'on avait laissé 3 mois aux compagnies pour remettre un rapport qui disait si oui ou non elles allaient utiliser la fracturation hydraulique. Et sur ces 3 permis, l'administration juge que sans fracturation hydraulique, il n'y a pas d'exploration, il n'y a pas d'exploitation, donc on annule ces permis, même si Total, dans son rapport, avait dit qu'il n'utiliserait pas la fracturation hydraulique. Mais l'administration a jugé que Total était de mauvaise foi et qu'il allait quand même, c'était pas possible de faire autrement, donc on l'annule quand même. Mais on conserve tous les permis de pétrole de schiste du bassin parisien, puisque sur ces mêmes permis, il y a du conventionnel et du non conventionnel, donc les compagnies ont dit ouais, bon ok, on abandonne les couches de roche-mer pour se focaliser sur le conventionnel. On entre sur notre 3e phase, donc qui est un petit peu à cheval sur la précédente, qui est celle du temps donc, des missions d'information dont j'ai mentionné l'existence tout à l'heure.
des missions d'information qui vont s'étaler entre février 2011, qui est celle là du Conseil général de l'industrie et de l'environnement, jusqu'à novembre 2013, où on a un rapport de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et techniques. Donc on a pris en compte quatre rapports. Ce premier rapport du Conseil général de l'industrie, le rapport parlementaire Gonod-Martin, le rapport législatif préalable à la loi, puis ce rapport de l'Office parlementaire. Et donc on les a analysés comme des forums professionnels, c'est-à-dire des forums qui cherchent à mettre en relation les différents acteurs du secteur d'activité mentionné pour essayer de trouver une solution consensuelle. Bon, toutefois, on va voir que, enfin, on s'est intéressé à savoir, dans un premier temps, qui participait aux audiences qui étaient menées par ces commissions. Donc vous avez nos 4 commissions là. Et bien qu'est-ce qu'on remarque tout d'abord, c'est que les compagnies et les associations professionnelles du pétrole et du gaz sont majoritaires dans toutes les commissions. Alors que les comités citoyens et les associations sont vraiment très très minoritaires. Ça c'est la commission législative. Ils ont écouté aucune association, aucun collectif citoyen. Et quand on interroge ces membres-là, ils nous disent on déduisait les revendications des opposants des manifestations. Donc ils lisaient les panneaux dans la manifestation et à partir de là, ils tiraient des conclusions. Donc voilà, vraiment, cette opposition entre des commissions qui écoutent avant tout les compagnies pétrogazières pour produire leur rapport. L'autre aspect auquel on s'est intéressé, quelles sont les références bibliographiques à mobiliser dans ces rapports pour appuyer les conclusions? Eh bien, même chose. Si on regarde l'industrie, on est autour de 10%, alors que quand les sources associatives, on est plutôt autour de 1, 2, 3%. Donc pareil, les sources industrielles sont majoritaires dans ces rapports. Enfin, majoritaires. Si on regarde l'administration et les sources scientifiques, elles sont plus importantes. Mais quand on met en balance association-industrie, l'industrie l'emporte. Et encore plus intéressant, on s'est intéressé aux sources uniquement scientifiques. Uniquement scientifiques, et on regarde quel type d'expertise est légitimé dans ces rapports. Quelles sont les disciplines scientifiques qui sont jugées importantes pour juger de ce problème? Ben, c'est les géosciences, puis c'est l'ingénierie. C'est-à-dire les géologues qui défendent l'exploitation du sous-sol et les ingénieurs qui fournissent les techniques pour aller chercher ces hydrocarbures. On mobilise avant tout donc, des disciplines favorables à l'industrie, alors que les sciences sociales, par exemple, sont totalement absentes. Bon, le droit, il y en a un petit peu, l'économie. L'économie est bizarrement absente des 2 premiers. Bon, on la retrouve dans les 2 dernières colonnes. Et donc, encore une fois, des rapports qui, finalement, favorisent l'industrie. Donc, c'est intéressant parce qu'on voit, finalement, que les rapports sont relativement favorables à l'industrie du gaz de schiste et à la fracturation hydraulique. Le rapport de l'Office parlementaire qui étudie les technologies alternatives, il étudie toutes les technologies alternatives pour conclure que la fracturation hydraulique, c'est la meilleure. C'est la meilleure, c'est la plus économiquement rentable, et donc on devrait l'autoriser. Donc, pourquoi finalement on arrive à cette loi? Puisque les industriels ont mobilisé leurs ressources dans toutes ces commissions. Ils ont été aux audiences, ils ont fourni la documentation, donc ils ont essayé de convaincre les rapporteurs du bien fondé d'exploiter le gaz de schiste. Bah, c'est à mettre en balance avec toute cette mobilisation sociale et finalement les opposants ont réussi à être soutenus par l'opinion publique et puis à mettre en avant l'impossibilité de faire cohabiter une industrie gazière avec l'agriculture, avec le tourisme, et à vraiment mettre un peu le feu aux poudres, et les élus étaient obligés de réagir rapidement. Ils étaient obligés de réagir rapidement parce qu'on le voyait sur cette diapo. On est au mois d'avril 2011, un an avant les élections présidentielles de 2012. Il est temps de se soucier de ce que vont faire les électeurs dans un an. Au mois de mars 2011, l'UMP perd totalement les élections cantonales. Donc l'UMP se dit, voilà, on est en mauvaise posture.
Au mois de septembre, si je me souviens bien, il y a aussi les élections sénatoriales. Donc il faut assurer la représentativité au Sénat à venir, et qui vote au Sénat, ce sont les grands électeurs, donc les élus locaux qui sont directement concernés sur les territoires et qui refusent la fracturation hydraulique. Donc le gouvernement est finalement forcé politiquement de répondre aux revendications de ses élus et aux revendications de la population en général, et d'interdire la fracturation hydraulique. Et on arrive sur notre quatrième période, qui est la période, on l'a fait débuter en 2013, mais on pourrait presque la faire débuter un petit peu plus tôt, où on va voir que, dans notre chapitre, on l'avait appelé donc Toward the Success of the Pro-Exploration Coalition, parce qu'on voyait que la coalition des pro-gaz de schiste était de plus en plus active, alors que la coalition des anti-gaz de schiste, sur la même période, était en déclin. Une fois que la loi est votée, les collectifs citoyens, ils sont quand même beaucoup moins mobilisés. Il en reste une poignée dans chaque collectif qui essaie de maintenir en vie le collectif, mais la grande majorité des gens qui sont descendus manifester, les gens rentrent chez eux. La loi a été votée, il n'y a plus rien à craindre. En tout cas, c'est comme ça que le ressentent la majorité des gens, alors que pour les militants les plus engagés, non. On peut réactiver, enfin on peut changer la loi chaque année, donc potentiellement, il y a toujours un risque. Et puis, donc, sur la même période, on a tous ces rapports qui sortent et qui disent que finalement, c'est pas si dangereux, finalement, il y a un intérêt, etc. Donc, on voyait arriver éventuellement un succès de cette coalition pro-exploration. Bon, ça n'a pas été si simple, et on va voir pourquoi. Donc, tout d'abord, un nouveau chapitre qui s'ouvre, c'est avec l'élection présidentielle et législative de 2012, où les socialistes arrivent au pouvoir. Tous les candidats ont dit qu'ils étaient contre le gaz de schiste durant l'élection présidentielle, mais dès l'entrée en pouvoir de François Hollande, c'est très ambigu la position des socialistes. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre, et on va avoir tout au long du mandat, en tout cas jusqu'en 2015, 2014-2015, une opposition entre le ministère de l'Industrie d'Arnaud Montebourg, le ministère du redressement productif à l'époque, et le ministère de l'Écologie, qui délivre les permis, ne l'oublions pas. Et donc on va avoir ce ministre Montebourg qui va tantôt parler de créer une société d'État pour gérer l'exploitation du gaz de schiste, manière à dire que les profits ne tomberont pas dans le privé, mais ils vont revenir à l'État. Montebourg va faire produire un rapport secret sur la fracturation au fluoropropane, qui va fuiter dans la presse en 2014, une fois qu'il va être parti du ministère, pour montrer qu'il y a des technologies alternatives. Le cheval de bataille des pro-gaz de schiste à l'époque, c'est les technologies alternatives. Alors vous avez interdit la fracturation hydraulique, mais on peut fracturer au propane. Bon, c'est explosif, donc c'est un petit peu embêtant. On peut fracturer à l'arc électrique. Il y a énormément de technologies alternatives qui sont mobilisées, mais aucune n'est rentable si on veut vraiment aller au fond des choses. Il n'y a que la fracturation hydraulique qui est réellement rentable jusqu'à aujourd'hui. Bon, ça va durer un certain temps, même si en juillet 2013, lors de son allocution du 14 juillet, François Hollande ferme définitivement la porte au gaz de schiste. Il dit « Durant mon mandat, il n'y aura pas d'exploitation du gaz de schiste ». Pourtant, donc voilà, il y a toujours ce Montebourg qui va militer, et alors que Montebourg reste relativement longtemps dans son ministère, sur la même période, les ministres de l'écologie, ils sautent les uns après les autres, surtout sur des questions d'hydrocarbures. En tout cas publiquement sur des questions d'hydrocarbures. On a Nicole Bricq qui est la première ministre de l'écologie, elle disparaît après avoir voulu annuler un permis pour Shell en Guyane. Ensuite on a Delphine Batho qui elle disparaît parce que elle se plaint du budget qui est alloué à son ministère, et donc directement le Premier ministre lui demande de démissionner. Elle dira que c'est à cause des lobbies hydrocarbures. Philippe Martin ensuite, qui reste un certain temps, qui est aussi... Enfin, tous les ministres de l'écologie sont contre l'industrie sur cette période. Philippe Martin dure un certain temps, et puis bon, Ségolène Royal aujourd'hui. Bon, par contre, même s'il y a une ambiguïté, il n'y a aucun permis d'exploration qui est délivré par le ministère entre 2012 et 2015, même pour du conventionnel. Aucun permis délivré, parce qu'il y a une certaine suspicion généralisée sur tous les permis.
au niveau de cette coalition anti-fracturation hydraulique, j'ai dit que c'était en déclin, mais malgré tout, il y a aussi des nouveaux collectifs qui se créent sur des permis en cours d'études, où les gens sont très très suspicieux. Les gens aussi deviennent, enfin, un certain nombre de militants deviennent des experts, si on veut, sur la question, puisqu'ils étudient aussi la géologie. Ils disent, voilà, on a étudié, on voit que la géologie du sous-sol chez nous, c'est la même qu'à un autre endroit où vous aviez dit qu'il y avait du gaz de schiste. Donc là, vous réclamez un permis pour du conventionnel, mais je suis sûr qu'il y a du gaz de schiste en dessous, et vous allez finir par l'exploiter. Donc, aucun permis d'exploration qui est finalement attribué, parce qu'il y a beaucoup de mobilisation au niveau local contre ces permis. Et puis, donc, malgré tout, on a un confinement de ces opposants, hein, puisque, on l'a souligné tout à l'heure, ils ont été entendus sur cette histoire de fracturation hydraulique, mais sur l'histoire de la réforme du code minier, ils sont pas entendus, même s'il y a un processus de réforme depuis 2011, donc depuis la présidence Sarkozy. François Hollande continue un peu ce processus de réforme. Il y a un rapport, le rapport Thuot, qui est publié en 2013. Donc, on essaie à la fois de faire fusionner la charte de l'environnement et le code minier, mais c'est très très compliqué. Et finalement, les avancées qui sont proposées, ça va être de mieux redistribuer les redevances. Hein, on essaie de dire, on va en donner plus aux municipalités, comme ça les municipalités ont plus à gagner d'accepter l'exploitation. On favorise la consultation, on remet en place une enquête publique au niveau de la délivrance des permis d'exploration. On essaie de répondre à certaines demandes, mais il n'y a pas de décentralisation majeure de la procédure. C'est toujours décidé à Paris, c'est toujours... les citoyens sont consultés, mais ils sont consultés, quoi. Ils ne sont pas forcément écoutés. Et donc... Les anti-gaz de schiste ont du mal à peser sur cette réforme du code minier, surtout qu'il y a une certaine fragmentation de leur mouvement au fur et à mesure du temps, avec une branche qui va être vraiment focalisée sur la fracturation hydraulique. Hein. Ils ne veulent pas de la fracturation hydraulique, mais éventuellement, s'il y avait des technologies alternatives, ils sont un peu plus ambigus sur la transition énergétique notamment. Hein. Ils sont contre la fracturation hydraulique, mais bon, ils ne sont pas forcément contre les hydrocarbures. Alors qu'on a une coordination nationale des collectifs qui est vraiment contre les hydrocarbures non conventionnels. Hein. Ils ont un slogan, c'est gaz de schiste, ni ici, ni ailleurs, ni aujourd'hui, ni demain. Et donc eux sont contre les non conventionnels, mais aussi contre finalement le conventionnel. Vraiment, ils favorisent avant tout la transition énergétique. Et ils vont essayer aussi de s'opposer, on a parlé tout à l'heure de permis de gaz de charbon ou de gaz de houille en Lorraine. Ils vont essayer aussi d'intégrer cette industrie qui s'est lancée en catimini, si on veut, parce qu'ils essaient de ne pas trop faire parler d'eux en Lorraine. Mais là, ils vont avoir beaucoup plus de mal à trouver des soutiens locaux. D'une part parce que cette industrie du gaz de charbon n'a pas besoin de fracturation hydraulique en Lorraine, donc c'est difficile de trouver un petit peu la porte d'entrée pour critiquer l'industrie. Les collectifs continuent de dire qu'ils vont l'utiliser, la fracturation hydraulique, mais quand on parle aux ingénieurs de cette compagnie, ils disent que voilà, le gaz de Lorraine est naturellement fracturé, qu'il suffit de pomper l'eau des nappes de charbon, et le gaz par dépressurisation va remonter... Et on va pouvoir l'exploiter. Bon, néanmoins, cette compagnie en Lorraine, c'est une compagnie junior qui veut aussi finalement à terme vendre ses permis, même si elle s'en défend aujourd'hui. C'est une compagnie australienne qui s'est renommée Française de l'énergie pour aussi montrer qu'elle était ancrée en France et qu'elle avait créé des emplois en France. Donc c'est un échec aussi des opposants sur ce point du gaz de charbon. Et l'autre point, je reviens un petit peu sur ma réforme du code minier, c'est que le code minier a aussi été préservé parce que dans le même temps, on a un renouveau minier en France et à partir de 2013, on a plus d'une trentaine de permis miniers qui sont délivrés. On n'a plus de permis d'hydrocarbures, mais on a des permis miniers qui sont délivrés. Et ça, c'est du jamais vu depuis 30 ans en France. Hein. On recherche à nouveau de l'or, des métaux rares, etc. Et en préservant le code minier, on préserve aussi éventuellement ces nouveaux permis miniers à venir, parce que le code minier il est sur les mines et il est sur les hydrocarbures. Donc, on préserve le code minier aussi pour ces enjeux-là. Bon, quelques autres événements que je mentionne rapidement qui
qui sont arrivés après notre rédaction de chapitre, c'est que en janvier 2016, donc il y a un peu plus d'1 an, Total a récupéré son permis de Montélimar qui avait été annulé. Hein, ils étaient allés devant le tribunal administratif disant que dans leur rapport, ils avaient dit qu'ils n'utilisaient pas de fracturation hydraulique et que l'administration a passé outre. Donc, le tribunal a jugé que Total avait raison et ils lui ont redonné son permis. Bon, Total n'en a rien fait jusqu'à aujourd'hui, mais ça a redéclenché un peu la mobilisation. Il y a eu à nouveau des manifestations sur la zone du permis. On a aussi un permis de gaz de schiste qui a été délivré dans le Béarn l'année dernière, et d'exploration toujours. Et là, pareil, ça avait été empêché par le ministère de l'Environnement, mais le tribunal administratif de Pau a donné tort à l'administration et la compagnie a récupéré son permis. Et donc, encore une fois, il y a des mobilisations qui se créent dans le Béarn. Bon, par contre, si c'était aujourd'hui, je pense qu'on nommerait cette partie-là plutôt gaz de schiste un objet politique. Parce que, malgré tout ce que je viens de dire, la loi n'a jamais été vraiment remise en cause par les élus depuis 2011. Donc pourquoi est-ce que cette loi n'a pas été remise en cause? On peut avancer de conclusion là-dessus, c'est que d'une part, les prix ne sont pas forcément si attractifs que ça pour exploiter du gaz ou du pétrole de schiste. Et surtout, c'est lié aussi aux compagnies qui sont impliquées dans cette exploration. C'est que les compagnies les plus intéressées sont les petites compagnies qui n'ont pas forcément de lien privilégié avec l'administration ou avec les élus. Donc c'est des gens qui n'ont pas forcément les réseaux suffisants pour faire valoir leurs revendications, et que les grosses compagnies comme Total, etc., qui pourraient être intéressées, eux, ils sont positionnés dans plein de pays à la fois. Et on ne peut pas le faire en France, c'est pas grave, on va aller le faire en Argentine, c'est ce qu'a fait Total. Total l'a fait au Danemark et en Argentine, alors qu'ils ne pouvaient pas le faire en France. Donc, ils voulaient tester la fracturation hydraulique, ils ne peuvent pas en France, ils le font ailleurs, ce n'est pas un problème pour eux. Tant qu'il y aura du pétrole et du gaz à explorer ailleurs, pour les compagnies transnationales, la France n'est pas un enjeu, même si voilà, c'est une zone où on estime qu'il y aurait des réserves importantes. Et là, le troisième point, c'est que finalement la production d'hydrocarbures en France a peu de soutien politique. C'est une industrie en déclin depuis les années 80, et c'est vu voilà, comme une industrie en déclin, donc c'est pas investi par des élus politiques comme un enjeu majeur. Et donc, personne ne veut se mouiller pour aller défendre cette industrie. Il y a beaucoup de coups à prendre, il n'y a pas beaucoup de choses à gagner. Et donc, c'est pour ça que personne ne soutient réellement la remise en cause de la loi. Même les compagnies, si on veut, ne se battent pas réellement pour la remise en cause de la loi. Nous, on avait identifié comme acteurs de la coalition pro-gaz de schiste, principalement une poignée d'élus, surtout membres de l'office parlementaire, ceux qui ont rédigé le rapport, entre autres. Et surtout, ça va être les centres de recherche comme l'Institut français du pétrole, éventuellement un petit peu l'INERIS aussi, qui a soutenu des projets de recherche. Bon, c'était pour, voilà, dans un premier temps, on voulait expérimenter, on voulait explorer. C'est des scientifiques qui disent c'est de l'obscurantisme, on nous empêche d'évaluer les ressources, c'est inadmissible, il faut que la science, sous couvert de la science, on doit expérimenter. Et donc les compagnies, finalement, ont peu été présents, et il n'y a pas d'acteur politique de haut rang qui a soutenu la remise en cause de la loi, sauf Montebourg, dont j'ai parlé, et éventuellement Sarkozy aussi à un moment donné, qui avait dit, si vous m'élisez en 2017, moi j'annule la loi que j'ai faite en 2011, et on réautorise le gaz de schiste. Je crois aussi que François Fillon s'était prononcé pour. Mais voilà, avec notre cadre d'analyse, on parle de croyances, et moi je ne pense pas que ce soit fondamentalement des croyances chez ces hommes politiques-là, c'est un positionnement politique. On se positionne un peu contre le système. Le système dit que la fracturation hydraulique c'est mauvais, mais moi pour me différencier des autres, je vais dire que la fracturation hydraulique c'est une bonne chose, et qu'il faut favoriser l'économie, et qu'il faut exploiter nos ressources si on en a. Et donc c'est avant tout un objet politique, ce gaz de schiste, où on le mobilise à des instants opportuns, pour un petit peu faire parler de soi et puis montrer qu'on est différent des autres. Mais il n'y a pas de réelle croyance dans la remise en cause de cette loi, puisque bon, à chaque fois qu'il y a des petits mouvements, comme j'ai parlé, voilà, Total qui récupère son permis, ou le permis de gaz de schiste dans le Béarn, tout de suite il y a des mobilisations qui reprennent. Les collectifs citoyens sont un peu endormis, mais une étincelle et les gens repartent.
Donc, en tout cas, pour le Sud-Est, je pense que le gaz de schiste est définitivement enterré. On parlait tout à l'heure aussi de paramètres stables. La présence de gaz de schiste dans le Sud-Est, elle n'est pas certaine. On ne peut pas faire de projection parce qu'on n'a pas de chiffres. C'est déduit d'un sous-sol similaire aux États-Unis. Donc, très difficile. Le sous-sol, et c'est un sous-sol karstique, fait plein de cavités, etc. Et donc, un forage dans un sous-sol karstique, c'est très très difficile. Donc, risque de fuite, risque de pollution encore plus élevé. Donc, tout ça fait que, en plus, le Sud-Est, c'est la région la plus mobilisée. Donc, définitivement, le Sud-Est français apparaît comme un territoire très très difficile à forer pour du gaz de schiste. Pour la région parisienne, c'est autre chose. Ils ont déjà une industrie conventionnelle. Il y a des oppositions au niveau du non conventionnel, mais on peut imaginer que comme le sous-sol est plus connu, les projections seraient plus faciles à faire, etc. Donc là, peut-être, réside l'opportunité pour les partisans de faire quelque chose. Mais ça paraît très difficile de remettre en cause cette interdiction de la fracturation hydraulique. Comme je viens de le dire, ça va être vraiment quelque chose de politique. Et donc, on peut imaginer qu'un François Fillon élu se positionne pour la fracturation hydraulique et aille au bout de son idée, comme il a l'air assez entêté comme individu. Donc, il pourrait aller jusqu'au bout et remettre en cause la loi. Et donc, pourquoi pas? Mais ce serait vraiment sur un espèce de coup politique pour se positionner différemment et qui pourrait faire émerger voilà, de nouvelles possibilités pour ses partisans. Mais pour l'instant, hein, on est toujours sur une interdiction de la fracturation hydraulique. Il y a eu donc quelques petits changements politiques autour de la réforme du code minier, par exemple, qui ont ouvert des possibilités, en tout cas ont préservé des possibilités de l'exploration-exploitation en France. Et puis bon, il y a toujours ce gaz de charbon qui est exploré en Lorraine, donc c'est aussi du non conventionnel, hein. On ne parle pas de fracturation hydraulique, mais finalement on a quand même une exploration non conventionnelle en France. Et donc, au jour d'aujourd'hui, c'est difficile de faire dans la prospective, puisque comme c'est un objet très politique, c'est avant tout lié à ce que peuvent en faire ces élus politiques de premier rang. Et bon, jusqu'à aujourd'hui, comme je viens de le dire, moi il me semble très difficile d'aller de l'avant dans le Sud-Est, à voir si dans le bassin parisien il se passera quelque chose dans le futur. Je vais te repasser la parole pour notre troisième partie. Troisième et dernière partie, merci beaucoup. Ce qui convient peut-être de souligner, c'est que la richesse de ces données tient aux recherches conduites et aux données donc collectées par Sébastien dans le cadre de ses propres recherches, et que l'exercice a consisté, pour le chapitre qu'il vous a présenté, à les réinterpréter grâce à ce cadre d'analyse qu'on vous a présenté en début de présentation. Et puis ce chapitre a été inséré dans un livre où il y a donc plusieurs chapitres, chacun consacré à un pays. Nous avons consacré notre analyse à la France, et puis d'autres chapitres ont été consacrés respectivement aux États-Unis, au Canada, à l'Angleterre, à la Suède, à l'Allemagne et à la Suisse, chaque fois en utilisant le même cadre d'analyse. Et puis, comme nous l'avons expliqué dans le cas français, et nos collègues l'ont fait de la même manière pour les autres cas, tout l'exercice a consisté à essayer d'attribuer l'évolution des politiques, les changements politiques, à des ressources, des stratégies politiques qui ont été donc explicitées par Sébastien dans le cadre de la France. Le cadre d'analyse était commun, mais ce qui nous manquait dans le cadre de ce livre, de cet exercice, c'était en fait une méthode d'analyse commune. Ici, nous avons utilisé les données de Sébastien, d'autres données ont été utilisées, d'autres méthodes d'analyse ont été utilisées pour les autres chapitres, et évidemment, cet exercice présente des limites, puisque donc dans chaque chapitre, les méthodes utilisées étaient différentes. Le cadre d'analyse était commun, les méthodes étaient différentes. Et donc, ça nous conduit à la troisième partie de la présentation, qui est consacrée à notre nouveau projet, le nouveau projet de ce programme de recherche sur les changements politiques, la dynamique des processus de politique publique en matière de fracturation hydraulique. Un projet qui, cette fois, est international et qui se fie toujours au même cadre d'analyse commun, mais aussi à une même méthode de collecte et d'analyse des données. Et donc, grâce à ce levier méthodologique, on espère pouvoir
attribuer de manière plus rigoureuse les changements que nous observons aux stratégies, aux ressources mobilisées par les acteurs grâce à cette perspective comparée. Parce que, bien sûr, le point de départ, il est toujours le même, c'est de se dire que les bénéfices et les risques de la fracturation hydraulique, ils sont connus. Les bénéfices, c'est d'abord la valeur énergétique de cette technique d'exploitation. La valeur stratégique, Sébastien en a beaucoup parlé dans le cas de la France, est-ce que la fracturation hydraulique peut augmenter l'indépendance énergétique de la France? Et puis bien sûr, les bénéfices attendus en termes d'emploi. La fracturation hydraulique, ça crée des emplois, et donc ces bénéfices existent aussi au niveau de l'emploi. Et puis alors, il y a des désavantages, des risques. Encore une fois, on les a cités pour le cas français. Les hydrocarbones sont souvent considérés comme une énergie du passé. La fracturation hydraulique implique évidemment la présence d'eau, et donc cette eau, il faut la transporter en quantité extrêmement massive, et ce transport, eh bien, il pollue. Et puis, on parle de fracturation hydraulique, mais ne nous en cachons pas, les substances qui sont utilisées dans le cadre de ces procédés contiennent aussi beaucoup de produits chimiques extrêmement polluants. Et donc, du point de vue sémantique, du point de vue oratoire, il est assez fréquent d'utiliser des expressions pour essayer d'un petit peu enrober la sauce. On parlera notamment de massage hydraulique pour donner l'impression qu'on fait des choses un petit peu plus gentilles, mais il s'agit quand même bien malgré tout de fracturation, et de fracturation hydraulique aidée de produits extrêmement chimiques, extrêmement polluants, d'où de gros risques environnementaux. Et notre constat, c'est de dire que ces risques, ces bénéfices, ils sont mondiaux, parce que la technique est mondiale, les entreprises qui exploitent cette technique sont mondiales, et donc ils sont communs à l'ensemble des pays. Et pourtant, et c'est la question qu'on se pose dans le cadre de ce nouveau projet, malgré que ces bénéfices, ces risques sont communs à l'ensemble des pays, eh bien les choix politiques qui sont faits dans chacun des pays que nous allons analyser dans le projet sont différents. Et en particulier, le cas français est extrêmement intéressant parce que dans notre cas, il n'y a pas de fracturation hydraulique ou très peu, malgré les projections qu'on avait fait en fin d'analyse pour ce chapitre. On s'était dit peut-être il pourrait y avoir un petit peu plus de fracturation hydraulique dans les mois, dans les années qui viennent, et bien cela ne se vérifie pas. Alors que dans d'autres pays, même risque, même bénéfice attendu, et pourtant là on décide d'y aller, de faire de la fracturation hydraulique. Et donc on s'est dit, il faut comparer les pays, et donc nous allons avoir cette fois-ci plusieurs cas, même cadre d'analyse, même méthode, toujours sous la coordination de l'université de Denver, Tania Ekila et Christopher Weibel, qui en plus de coordonner le projet, font l'analyse et la collecte des données pour le cas américain. Un autre chercheur américain à l'Ohio State University va s'occuper de l'Argentine. Toujours à l'Ohio State University, un chercheur qui va s'occuper du cas chinois. Alors, Paul Kearney à l'université de Stirling va s'occuper du cas anglais. Et puis en France, nous sommes une équipe de 3 chercheurs, Sébastien, moi-même et notre collègue David Aubin, qui est professeur à l'Institut de sciences politiques de l'Université catholique de Louvain. Nous nous occupons du cas français. Alors, le cadre d'analyse n'a pas changé, c'est celui que je vous ai présenté en début de séance, mais la méthode est nouvelle. Et nous allons essentiellement baser notre analyse sur une analyse de médias, une analyse de la presse. Nous allons collecter les médias sur une base de données qui est disponible à l'Université catholique de Louvain, qui s'appelle Europresse. Et puis nous allons sélectionner ces articles à partir de critères communs à l'ensemble des pays qui sont analysés, de la façon à analyser la même source de connaissances, le même genre de médias dans chacun des pays que nous allons analyser. De la même manière, le contenu de ces articles, nous allons l'analyser avec une grille d'analyse commune. Chaque article, nous le soumettons à cette grille, une grille qui, pour chaque article, comporte une ligne, et puis dans les colonnes, nous analysons un ensemble de questions qui sont tirées du cadre d'analyse que nous utilisons, l'ACF. Quelles sont les questions auxquelles tentent de répondre ces colonnes? Eh bien, d'abord, quels sont les acteurs qui sont impliqués? Peut-être que dans certains pays,
une catégorie particulière d'acteurs est mobilisée alors qu'elle ne l'est pas dans un autre pays, ce qui pourrait expliquer des résultats différents en termes politiques. Quelles sont les croyances, les discours, les arguments qui sont développés par ces acteurs dans chacun des pays. Nous allons tenter de l'analyser au travers des arguments qu'ils développent dans les articles de presse que nous allons analyser. Quelles sont les ressources qu'ils mobilisent? Eh bien, nous allons tenter de le déterminer à partir de ces articles à nouveau. Et puis d'autres questions comme la façon dont ils coordonnent leur activité politique et puis les stratégies politiques qu'ils utilisent pour imposer leur vue. Dans le cas français, nous avons tenté de voir en quoi les chocs externes, les chocs internes, les élections, les contacts qu'ont les associations ou que n'ont pas les associations avec l'administration peuvent expliquer les changements politiques. Évidemment, nous n'avons qu'une analyse de cas dans ce cas-là pour le déterminer. Et bien ici, nous allons pouvoir comparer si de mêmes phénomènes résultent de mêmes stratégies politiques dans les différents pays, ou si au contraire, il y a des différences qu'on pourrait expliquer par des différences en termes de stratégie politique. Comparaison internationale, donc, et une attention particulière qui est accordée, et je reviens un petit peu en arrière, à la consistance entre les codeurs, c'est-à-dire que la grille, elle est utilisée au niveau international et testée par les différents chercheurs entre eux qui sont en contact et qui, à partir de l'analyse de quelques articles, se passent les analyses en question et vérifient si, à partir des mêmes articles, ils remplissent la grille de la même manière, pour être sûr que, encore une fois, au niveau international, les informations dont on dispose sont rigoureuses sur le plan scientifique. Alors, plus en particulier sur le cas français, cette fois, donc celui dont nous nous occupons, Sébastien, moi-même et David Aubin, nous avons une équipe de recherche qui est composée des 3 promoteurs de projet, et puis de messieurs Bastien Fievet et Maximilien Planck, qui sont stagiaires à l'UCL, sont 2 étudiants en master actuellement, qui vont consacrer leur stage de recherche, leur mémoire à la réalisation de ce projet, et puis donc ils vont rédiger leur mémoire à partir des données qu'ils ont collectées et participer, on l'espère, à la rédaction des papiers, des publications qui sont issues de cette recherche. En 2016-2017, actuellement, pour le moment, ils sont en train de coder précisément la presse. On a collecté un ensemble d'articles, ils sont en train de les analyser avec la grille. En 2017-2018, ils rédigeront leur thèse et, nous l'espérons, contribueront au premier papier issu de cette recherche. Et puis, nous continuerons à publier sur cette question qui nous anime ensemble la dynamique des processus de politique publique sur la fracturation hydraulique. Et puis nous sommes soutenus en cela par le Fonds d'appui à l'internationalisation de l'Université catholique de Louvain. Ce fonds donc ne finance pas les chercheurs en tant que tels, mais nous permet d'avoir des échanges internationaux et notamment d'inviter les coordinateurs internationaux en Europe pour coordonner nos activités et puis nous-mêmes de nous rendre aux États-Unis ou ailleurs pour présenter nos recherches et encore une fois échanger avec les différents chercheurs qui sont impliqués dans l'équipe internationale. Qu'est-ce que nous espérons apporter en plus par rapport à l'étape de recherche précédente que nous avons accomplie? Eh bien, nous aimerions d'abord mieux comprendre au niveau international quel est l'état des politiques publiques dans les différents pays au sujet de la fracturation hydraulique. Nous avons bien analysé le cas français. Il y a de la connaissance qui existe ailleurs sur la fracturation hydraulique dans d'autres pays. Notre objectif est de systématiser cette connaissance empirique. Qu'en est-il de la fracturation hydraulique dans les différents pays du monde? C'est la première question à laquelle nous essayons de répondre dans le cadre de cette nouvelle étape du programme de recherche. Ensuite, et dans une perspective alors plus théorique, nous aimerions contribuer à la théorie des processus de politique publique en cherchant à comprendre quels sont les facteurs de succès ou d'échec des acteurs pro-fracturing ou anti-fracturing dans les différents pays concernés. Parce que nous avons vraiment le sentiment, en tout cas c'est l'intuition de cette recherche, que peut-être dans un pays, certains acteurs ont gagné la bataille politique, alors que dans d'autres pays, c'est la coalition adverse, mais peut-être que c'est dû à l'utilisation de stratégies politiques en fait communes. C'est la deuxième contribution du projet. Plus spécifiquement encore, et toujours sur le plan théorique, nous aimerions contribuer au développement de l'ACF, qui est notre cadre d'analyse, celui qui nous unit sur le plan théorique,
et notamment en cherchant à utiliser ce cadre d'analyse dans une même recherche sur plusieurs contextes institutionnels différents. La plupart des recherches menées grâce à l'ACF jusqu'à présent le sont dans un cas, dans un pays, éventuellement une comparaison de pays, mais qui sont le plus généralement limitrophes, et donc qui partagent un ensemble de caractéristiques institutionnelles et aussi culturelles. Ici, je vous ai présenté les pays qui font partie de la recherche. On parle de la Chine, on parle de l'Argentine, on parle des États-Unis, on parle de la France et de l'Angleterre. Ce sont des pays dont la culture politique, la culture sociale est extrêmement différente dans chaque cas. Nous essayons, grâce à cette recherche internationale, systématique sur le plan méthodologique, nous espérons comprendre en quoi la culture peut aider, dans certains cas, à favoriser les pro-exploitations et dans d'autres cas, à favoriser les anti-exploitations. Troisième contribution. Et la dernière contribution que nous espérons apporter grâce à ce projet, c'est une contribution méthodologique. Nos collègues de Denver ont déjà commencé à utiliser le codage des médias dans l'analyse des processus de politique publique. Nous espérons contribuer à cette avancée, à ces avancées, en participant à cette recherche plus générale et comprendre en quoi l'analyse des médias peut aider à comprendre les processus de politique publique. C'est le dernier des résultats que nous espérons obtenir grâce à ce projet de recherche. Peut-être un dernier résultat qui n'est pas mentionné sur la slide et que je pense intéressant dans le cadre de ce projet, c'est que nous impliquons, comme je l'ai expliqué, des étudiants de master en l'occurrence, et nous espérons à tout le moins donner du sens, donner encore plus de sens à la réalisation de mémoire et à la réalisation de la recherche dans le cadre de leur master, et leur donner des opportunités nouvelles grâce à ce lien que nous établissons pour le coup entre recherche et enseignement. Et ça me paraît aussi quelque chose d'intéressant. Je pense que Sébastien aussi trouvait ça intéressant d'impliquer ces deux étudiants dans la recherche. Nous vous remercions et allons répondre à vos questions si vous en avez. Merci beaucoup pour cet excellent exposé.